Alors, donc, pour ceux qui sont connectés, dites-moi, est-ce que vous recevez le son? Est-ce que le son de ma voix est assez clair? Pour l'image, c'est pas très grave, je pense que c'est assez satisfaisant, mais je ne sais pas si le son est bon. Donc, dites-moi si, est-ce que vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de bruit de fond. Ah, d'accord, d'accord. Donc, puisque le volume est bon, on va commencer par quelques préalables, en attendant peut-être que les autres se connectent. Donc, on avait prévu de faire une petite synthèse aujourd'hui sur la notion de corps. La notion de corps, bon, c'est vrai que ça fait partie exclusivement du programme des séries L, mais c'est une notion qui s'inscrit dans le cadre du domaine 1, intitulé Être soi-même, et qui renvoie donc à la question de l'identité. Cette notion aussi de corps s'inscrit dans le prolongement des notions qui la précèdent, et elle est liée également aux notions qui vont la suivre. Donc la notion de corps est liée à la notion de conscience, également à la notion d'inconscient, de même que la notion d'autrui et la notion de désir. Ce sont les 5 notions pour les séries L du premier domaine. Et donc, il y a une relation étroite entre ces différentes notions, puisque, comme je l'ai dit, elles s'inscrivent toutes dans le cadre du domaine 1, donc sur la question de l'identité du sujet humain. Tout d'abord, chacun d'entre nous peut constater ou bien peut définir dans une certaine mesure ce que c'est que le corps, parce que nous faisons perpétuellement l'expérience de notre corps ou bien l'expérience du fait d'avoir un corps. Donc ça, on y reviendra sur cette problématique consistant à se demander est-ce que l'homme est un corps ou est-ce qu'il a un corps. Et donc, il n'est pas nécessaire de dire à chacun c'est quoi un corps, nous le savons plus ou moins. Voilà, nous en faisons l'expérience perpétuellement, puisque nous vivons tout le temps, nous sommes tout le temps, donc, soit dans notre corps ou avec notre corps. Cela dépend du point de vue où l'on se situe. Et donc, le corps est une entité physique et concrète qui constitue l'homme, mais pas seulement l'homme, tout ce qui est sur Terre, tout ce qui est connu comme être vivant, comme élément de la nature, comme phénomène naturel, il y a toujours un aspect corporel, un aspect physique, un aspect matériel. Et donc, de façon globale, on pourra dire qu'un caillou, c'est un corps, un morceau de bois, c'est un corps, et n'importe quel autre objet ou chose ou élément que l'on trouve dans la nature, c'est d'abord un corps. Pourquoi? Parce que du point de vue scientifique, le corps, c'est de la matière. Et la matière est capable de prendre différents aspects, ce qu'on appelle les états de la matière. Il y a l'état solide, qui est l'état le plus concret dans une certaine mesure. À côté, il y a l'état liquide, tel que l'eau et tous les autres liquides. Il y a aussi l'état gazeux, qui est un peu plus complexe peut-être, parce qu'il n'est pas aussi concret pour nos sens que les autres états. L'air que nous respirons, l'oxygène en tout cas contenu dans cet air, et d'autres éléments, donc
c'est de la matière et d'une certaine manière, donc, ce sont des corps. Mais bien sûr, ce n'est pas cela qui nous intéresse réellement, puisque toutes les interrogations philosophiques et toutes les questions qui sont soulevées en philosophie tournent autour de l'homme, principalement. Et donc, on s'accentuera beaucoup plus sur une réflexion sur le corps du point de vue de l'homme. Et donc, pour aller à des choses plus concrètes, le corps est le signe de notre présence dans le monde. Nous sommes présents dans le monde par notre corps. Donc, à partir de la naissance, c'est parce que l'individu est là physiquement, avec les différents éléments qui composent son corps, avec les différentes fonctions qui l'accompagnent. Il respire, son cœur bat, le sang circule, etc. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on dit que l'individu est là. C'est une autre histoire pour la question de la mort, parce que là, on dit que l'individu est parti et pourtant le corps est toujours là. Et ça, c'est un débat sur lequel on reviendra. Mais au départ, on dira que le corps, donc, est le signe de notre présence au monde. Si nous pouvons être identifiés et même nous identifier nous-mêmes, c'est d'abord par le corps. Et si on compare, lorsqu'on propose des réponses à la question de on a tendance d'habitude à placer la conscience en tête des éléments qui définissent l'homme. Or, le corps est beaucoup plus concret que la conscience, parce que le corps, il est visible, il est palpable, il est manipulable, alors que la conscience est beaucoup plus abstraite que concrète. Donc, le corps est le premier élément de l'identité du sujet. Et ce corps-là, donc, c'est par lui également que nous sommes présents dans le monde, mais aussi que nous avons des interactions avec le monde qui nous entoure. Il y a la relation scientifique entre l'organisme et le biotope. L'organisme étant l'ensemble complémentaire, l'ensemble organisé des organes et des membres qui composent le corps humain. Le biotope étant l'environnement qui est autour de nous et qui a des incidences sur nous, de même que nous avons aussi des incidences sur cet environnement. C'est même ce deuxième aspect qui conduit les scientifiques à définir notre époque comme étant une époque qu'on va appeler l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est les géologues qui ont amené cette expression pour montrer que l'être humain est devenu une force géologique parce qu'il a une influence majeure sur la nature. Alors que qui avait cette capacité à agir sur la nature, sur l'univers, le soleil, peut-être la lune, des météorites, etc. Mais l'être humain, aussi petit qu'il soit, est devenu une force géologique majeure avec l'industrialisation, le développement des techniques, etc. Ça aussi, on y reviendra. Mais c'est pour ça qu'on parle d'anthropocène. Parce que l'être humain agit sur l'environnement, de même que l'environnement agit sur lui. Mais notre action sur l'environnement est devenue tellement grande, tellement intense que les forces géologiques, même, ou bien l'équilibre géologique du monde peut être perturbé ou influencé, en tout cas, par l'être humain. L'une des problématiques autour de la question du corps, parce qu'il faut toujours s'intéresser aux problématiques qui tournent autour d'une notion, parce que c'est en puisant, ou bien en tout cas c'est en se référant sur ces problématiques-là qu'on vous donne d'habitude des sujets de dissertation. Voilà, dans un sujet de dissertation, il y a toujours une problématique. Et une problématique à propos d'une notion, ou bien de 2 ou 3 notions, ou bien d'un thème. Donc l'une des principales problématiques, c'est celle du corps considéré comme, disons, la preuve de notre finitude. La finitude, dans finitude, vous avez le mot fin ou fini, qui renvoie au fait que l'être humain est un être limité. Limité dans le temps, limité dans l'espace, limité dans ses capacités, limité dans ses facultés. Et donc,
cette finitude-là, effectivement, elle s'exprime principalement à travers notre corps. Effectivement, c'est le corps qui est le signe de notre faiblesse, de notre vulnérabilité, de notre sensibilité par rapport à tout ce qui nous entoure. C'est par le corps que nous tombons malades, c'est le corps qui vieillit, c'est le corps qui n'a pas assez de force, assez de puissance pour faire un certain nombre de choses que nous avons envie de faire parfois. Et même ça nous amène au mythe de Prométhée que les profs ont évoqué en classe, certainement dans le cours sur le travail ou bien dans le cours sur la science et la technique. Ce mythe de Prométhée nous apprend que lorsque les dieux, puisque les Grecs étaient polythéistes, lorsque les dieux ont voulu faire descendre les créatures sur terre, ils ont demandé à deux d'entre eux, Prométhée et son frère Épiméthée, de faire une distribution de facultés pour que chaque être vivant puisse avoir les moyens de se défendre et surtout les moyens de subvenir à ses besoins. Ainsi, Prométhée a laissé la distribution à son frère Épiméthée, qui a donné effectivement à chaque être vivant des capacités, des facultés, des armes, des formes de protection à travers leur fourrure, à travers leurs sabots qui remplacent les chaussures, les fourrures qui remplacent les habits, les certaines armes qu'ils possèdent. Chaque animal possède une sorte d'arme, que ce soit des griffes, que ce soit des dents acérées, que ce soit une grande taille comme l'éléphant, que ce soit une carapace comme la tortue. Donc, ils ont donné à tous les animaux ces facultés pour qui leur permettront de survivre, mais ils ont oublié l'homme à la fin de la distribution. Donc, ils ont tout distribué, il n'y a plus rien à donner. Et l'être humain est là, il n'a rien reçu. Il est là nu, désarmé et faible, vulnérable face aux phénomènes de la nature, les phénomènes climatiques et autres, vulnérable aussi face aux autres êtres vivants. Et c'est là que Prométhée donc, est allé dérober le feu qui symbolise la sagesse ou l'intelligence chez les dieux, dans le trésor des dieux, pour donner ce feu à l'homme. Et ce feu a permis à l'homme de développer le génie créateur de la technique. Et c'est grâce à cette technique que l'homme peut combler dans une certaine mesure ses faiblesses naturelles. Parce que comme je l'ai dit, si on compare, l'être humain, c'est l'un des êtres les plus faibles sur Terre, comparé aux animaux et même aux insectes. C'est un être très fragile. Un simple moustique peut le tuer ou le terrasser. La plupart des animaux gagnent une certaine autonomie après quelques minutes après leur naissance ou quelques heures ou quelques jours. Pour l'être humain, il lui faut des années pour pouvoir survivre tout seul. Et même quand il devient autonome, il ne l'est pas complètement vis-à-vis de sa société ou de la communauté ou en tout cas de ses semblables. Donc, l'importance de la technique est liée à cette faiblesse naturelle de l'homme. Et cette faiblesse, c'est principalement la faiblesse du corps. Donc c'est une faiblesse physique. Donc le corps subit, ou bien nous subissons un certain nombre de choses à travers notre corps. Et donc ça, c'est une marque de faiblesse, c'est une marque de notre finitude, de notre vulnérabilité. D'autres exemples qu'on pouvait citer, il ne s'agit pas seulement de la maladie et d'autres phénomènes, d'autres faits du genre, mais à côté de cette finitude qui est symbolisée par le corps, il y a aussi des aspects très positifs du fait d'avoir un corps, parce que c'est par le corps aussi que nous pouvons apprécier un certain nombre de choses dans le monde et dans la vie. La bonne nourriture, nous l'apprécions par notre corps, et toutes les formes de plaisir, donc beaucoup de formes de satisfaction, nous les avons également à travers notre corps. Donc, même si le corps est le signe de notre finitude, il est également ce qui nous permet de profiter de tout ce qu'il y a de bien, de tout ce qu'il y a d'agréable, de tout ce qu'il y a d'intéressant dans le monde et dans la vie en général. Donc ça aussi, c'est un aspect important. Donc le corps
n'est pas seulement signe de finitude, il est aussi un bienfait pour l'homme, ou bien en tout cas un avantage pour l'homme, le fait d'avoir un corps qui nous met en contact avec le monde qui nous entoure, avec notre environnement, la société, d'avoir une identité, d'être quelqu'un, parce qu'on est à travers son corps également, par lequel on est identifié, par lequel on est caractérisé, par lequel même on est apprécié, jugé, etc. Raison pour laquelle on a tous des cartes d'identité ou des passeports sur lesquels il y a notre photo, donc c'est-à-dire une image de notre corps, parce qu'effectivement, c'est ce qui nous représente. D'autre part, il y a tout un débat également, un débat très ancien dans l'histoire de la philosophie sur le rapport entre le corps et l'âme. Et dans ce débat, il y a même la question de l'existence ou non de l'âme. L'existence du corps ne se discute pas, puisque c'est une évidence, même si en philosophie, il n'y a aucune question, ou bien en tout cas, il n'y a aucune vérité qui soit complètement et totalement établie. Quand certains philosophes, par exemple, essaient de réfléchir pour identifier qu'est-ce que la réalité entre le rêve et ce que nous prenons pour la vie quotidienne, n'est-ce pas, avec l'exemple de ce penseur chinois qui racontait l'histoire de quelqu'un qui rêvait être un papillon, et quand il s'est réveillé, il n'était plus sûr, est-ce que lui, il est un homme qui avait rêvé d'être un papillon, ou est-ce que c'est un papillon qui s'est endormi et qui rêve être devenu un être humain. Il y a cette possibilité, mais sachez, c'était juste une parenthèse. En tout cas, l'existence du corps ne se discute pas, il est palpable, il est visible, il est perceptible, on peut le saisir avec nos sens. C'est plutôt à propos de l'âme qu'il y a débat dans l'histoire de la philosophie, et même dans le cadre de la spiritualité, dans le soufisme par exemple, dans la religion musulmane, la musulmane, exemple de l'union entre l'âme et le corps, c'est-à-dire comment l'âme et le corps sont-ils connectés. L'une des questions, c'est par exemple, si l'âme se trouve dans le corps, où est-ce qu'elle se trouve précisément dans le corps? Est-ce qu'elle se trouve dans une partie du corps, indépendamment des autres parties, ou bien est-ce qu'elle est complètement immanente au corps, à tout le corps, n'est-ce pas, dans toute son étendue? Et donc, sur cette question-là, on peut évoquer la thèse de Platon, Platon qui développe l'idée connue sous le nom de dualisme platonicien, idée selon laquelle il y a une différenciation chez l'homme à faire entre l'âme et le corps. Ce sont les deux constituants de l'être humain. Le corps, c'est une matière périssable. L'âme, c'est une substance immatérielle, immortelle, impérissable. Et donc, c'est l'âme qui apporte la vie dans le corps, et c'est cette âme-là qui, en partant, emporte la vie hors du corps. Donc cette âme n'est pas mortelle, elle est immortelle. Et même chez Platon, on a l'idée d'une vie après la mort et même d'une forme de jugement. Et ça, c'est avant même l'arrivée des deux principales religions révélées, que sont le christianisme. Déjà théorisé cette possibilité de continuer à vivre après la mort, puisque l'âme est immortelle, et d'être soumis à un jugement par rapport à ce qu'on aura fait de bien ou de mal. Donc pour Platon, il y a ce dualisme chez l'homme entre le corps et l'âme, mais le corps n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe, ce n'est qu'un contenant, ce n'est qu'un récipient. Donc le corps est distinct de l'homme qui est en réalité l'âme. Et ce corps donc est comme une habitation, une maison temporaire pour notre âme. Et cette âme va quitter cette maison-là
à un moment et continuer à vivre dans le monde qui est le sien, parce que chez Platon, il y a le monde sensible, qui est le monde des corps, le monde matériel, et il y a le monde intelligible, qui est le monde des idées. Et l'âme correspond à ce monde intelligible. Donc ça, c'est un dualisme, selon lui. À côté de cette conception de Platon, il y a la conception d'Aristote, connue sous le nom d'illémorphisme. Donc l'illémorphisme aristotélicien, c'est la conception selon laquelle dans tout être, il y a une matière et une forme. La matière, c'est l'aspect physique, donc la substance même palpable, physique, qui constitue l'être vivant. La forme, c'est son âme. C'est vrai que dans le français courant, on n'a pas cette proximité ou cette analogie entre le mot forme et le mot âme. Par forme, on a tendance à entendre apparence, etc. Donc, chaque être est constitué d'une substance physique, d'une matière et d'une forme qui constitue son âme. Et la particularité de chaque être vivant qui permet de le différencier des autres, ce qui fait donc la spécificité de chaque être, c'est par rapport à cette forme-là, c'est-à-dire par rapport à son âme. Et il va faire une catégorisation des différents êtres vivants selon le type d'âme qu'ils possèdent. Et ces types d'âme, la première, c'est l'âme végétative. Et dans végétative, on a le mot végétaux ou végétal. Donc pour Aristote, tous les êtres vivants possèdent cette âme végétative qui permet la croissance et la reproduction uniquement. Elle se limite à la croissance et la reproduction. Il y a ensuite l'âme locomotrice. Cette âme locomotrice permet de se mouvoir, c'est-à-dire de se déplacer d'un point à l'autre. Nous savons que les végétaux sont incapables de se déplacer. Donc, cette possibilité existe chez les animaux. Donc, les animaux, en même temps qu'ils possèdent l'âme végétative qui leur permet d'avoir la croissance et la reproduction, ils possèdent aussi l'âme reproductrice, l'âme locomotrice qui leur permet de se déplacer. Troisièmement, il y a l'âme sensitive. L'âme sensitive, le mot sensitive renvoie à la sensibilité, la capacité de percevoir un certain nombre de choses par rapport à la nature, par rapport à l'environnement qui nous entoure. Donc cette âme permet de sentir, de pouvoir saisir les odeurs, les images, les sons et d'autres éléments qui nous entourent. Et donc cette âme existe également chez les animaux, parce que les animaux perçoivent le monde autour de nous. Ils ont même, dans une certaine mesure, les 5 sens comme nous. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Enfin, la dernière âme, qui est l'âme intellective, qui correspond à l'intelligence, la sagesse, la capacité de réflexion, cette âme-là n'existe que chez l'être humain. Mais cet être humain, donc, possède en même temps aussi les 3 âmes précédentes, donc l'âme végétative, l'âme locomotrice et l'âme sensitive. Donc ça, c'est la thèse d'Aristote. Donc pour lui, le vivant est certes constitué d'un corps, mais ce qui fait la particularité de ce corps, c'est toujours la forme, donc c'est-à-dire l'âme qu'il possède ou qu'il habite. Après Aristote, on a évoqué la position de Descartes, qui est proche aussi de celle de Galilée, qu'on appelle le mécanisme. Dans cette théorie du mécanisme, il s'agit de considérer le vivant, donc le corps, comme une machine, c'est-à-dire donc quelque chose qui fonctionne uniquement selon des lois mécaniques. Il n'y a aucun principe spirituel ou métaphysique qui soit à l'origine de la vie. La vie d'un être humain, d'un animal, c'est tout simplement le fonctionnement d'une machine dont les différents rouages, les différents engrenages, les différents éléments sont en bon état et fonctionnent. De la même manière que quand vous avez une voiture avec toutes les pièces qui fonctionnent, le moteur est bon, vous mettez de l'essence, vous allumez, il s'allume.
Voilà. Donc, de la même manière, tous les êtres vivants constitués d'un ensemble de pièces, donc les organes, les membres, c'est un ensemble de pièces. Prenons l'exemple du corps humain. Il est constitué principalement de 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres.